On a fini par prendre une solution, puisque vous avez dorénavant un décret du 12 juin 1996 qui redonne le monopole, si je puis dire, au président seul de déclencher le feu nucléaire. D'accord? On peut se demander si un décret, encore une fois, est assez et suffisant pour une disposition aussi importante, mais voilà où on en est actuellement. Je répète, j'espère qu'on n'aura jamais à s'en servir. De toute façon, si on s'en sert, n'ayez aucune illusion, le lendemain, il y aura plus grand monde pour rendre et donner et demander des comptes. On sera tous crevés, mais voilà ce qu'il en est à propos de l'armée du feu nucléaire, compétence qui, je répète, est partagée, mais propre en matière de dissuasion nucléaire. Ça suppose que, paraît-il, dans le sous-sol de l'Élysée, Macron montre sa bobine et qu'il a la valise systématiquement avec les clés avec lui et qu'il le déclenchera. Je ne voudrais pas être celui qui déclenchera le feu nucléaire et je voudrais pas être le militaire qui appuiera ce bouton. Je répète, ça doit être très compliqué. Rien ne dit de ce qui va advenir. D'accord? Parce que je ne suis pas certain qu'en tuant tous les Français et en tuant la moitié des Russes ou des Chinois demain, ça résolve le problème. Je n'en sais rigoureusement rien et je ne suis même pas sûr qu'on serait prêt à cette chose-là. Je répète, il y a une histoire russe assez connue, hein, un lieutenant-colonel, je vous en ai parlé, qui a eu cette réaction de bon sens de ne pas se dire qu'il est attaqué par les Américains parce qu'il y avait simplement 5 missiles américains et pas 200 qui attaquaient. Il aurait très bien pu, en fonction des ordinateurs, faire une réplique qui lui a amené un cataclysme. On a évité un désastre mondial, mais demain, ça peut à nouveau devenir. Le club atomique, c'est 8 titulaires officiels, plus Israël, plus l'Afrique du Sud. Les pays musulmans veulent la bombe atomique, et donc plus il y aura d'acteurs, plus il y aura le risque mécanique qu'après-demain, un fou, pour diverses raisons, s'en servent, puisque les gens fous pensent toujours que, encore une fois, il est possible de le faire. Voilà ce qu'il en est des pouvoirs partagés entre le président et, si je puis dire, le gouvernement. Alors, on va maintenant passer à un autre sujet, c'est le problème du gouvernement, titre 3 de la Constitution, sachant qu'on n'a pas tout vu sur le président. Le titre 3 de la Constitution est un titre tout à fait étonnant parce qu'il ne comporte que 4 articles. Le titre 3, qui s'appelle le gouvernement, ne comporte que 4 articles, l'article 20 à 23. 20 à 23. Et singulièrement, le Premier ministre n'a qu'un seul article, le 21. Donc le titre 3 est un titre qui sert bien juste après le président, mais il est limité à 4 articles, encore une fois, et le Premier ministre n'a lui-même qu'un seul article, parmi ceux-ci, l'article 21. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que tout le gouvernement se trouve dans ce titre 3, puisque, bien évidemment, ensuite, il y a le Parlement, et ensuite, les rapports entre gouvernement et Parlement. Mais il n'empêche que, symptomatiquement, on voit bien que le gouvernement n'est pas très bien doté, encore une fois, en 58. Alors, ce qu'il faut savoir à propos du gouvernement, c'est qu'un gouvernement sous la Ve République est un organe collégial, solidaire et hiérarchisé. Donc, ça va avoir la fiche 8, que vous n'êtes peut-être pas avec vous, mais sachez qu'un gouvernement, sous la 5e, est un organe collégial, solidaire et hiérarchisé. On prête à De Gaulle cette phrase qui est de dire le président a la tête pensante, c'est l'élément fixe. Le président a la tête pensante, c'est l'élément fixe. Le Premier ministre est la tête agissante, c'est l'élément mobile. J'ai écrit là de manière un peu provocatrice, j'ai dit ce n'est pas pour autant un Playmobil. Hein, bon, l'élément mobile n'est pas forcément le Playmobil. Mais c'est au fond quelque part peut-être un peu ça dans la pratique. Toujours est-il, je répète, qu'on va commencer par vérifier ensemble en quoi et pourquoi un gouvernement sous la Ve République est un organe collégial, solidaire et hiérarchisé. Commençons par l'aspect collégial. En quoi est-il collégial? Eh bien, si vous regardez l'article 20, il est tout à fait significatif. Il est collégial parce qu'il a une existence juridique qui lui est propre. L'organe étant sous le contrôle étroit soit du Premier ministre, soit du chef de l'État, suivant qu'il y a ou pas cohabitation. On en parlera par la suite. Et pourquoi est-ce que je dis qu'il est collégial? Parce que si vous lisez l'article 20, il est significatif. Je vous le lis. Le gouvernement, ensuite il est marqué, détermine et conduit la politique de la nation. Alinéa 2, on parle du gouvernement, dispose de l'administration et de la force armée. Alinéa 3, il est responsable devant le Parlement. Donc l'article 20, 3 reprises, détermine l'existence d'un gouvernement indépendamment de ceux qui le composent. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, alinéa 1. Il dispose de l'administration des forces armées, alinéa 2. Il est responsable, alinéa 3, devant le Parlement. Donc, je répète, le texte personnifie l'existence autonome de cet organe, de cette institution, indépendamment de ceux qui la composent. D'accord? Le gouvernement existe indépendamment du Premier ministre et de ceux qui... En quoi est-il solidaire, un gouvernement sous la 5e? Il est solidaire
selon le mot assez cru, CRU, de Jean-Pierre Chevènement, qui vient d'écrire ses mémoires, qui sont, paraît-il, intéressantes à lire, mais je n'ai pas les moyens d'acheter le bouquin, envoyez-le-moi quand vous l'aurez lu, éventuellement. Jean-Pierre Chevènement a dit, en 1983, cette phrase célèbre, un ministre, ça ferme sa gueule, ou bien ça démissionne. Jean-Pierre Chevènement, qui est l'enfant terrible de la gauche, a dit un jour, un ministre, ça ferme sa gueule, ou bien ça démissionne. Et il va le faire en 83, il le reprend en 91, il le refera l'an 2000. D'accord? Et Jean-Pierre Chevènement, c'est un type intéressant parce que il eût pu faire un excellent président de la République. Je ne regrette pas qu'il ne l'ait pas été, hein, parce que Jean-Pierre Chevènement, c'est quelqu'un qui fait, évidemment, si je puis dire, l'ENA. Quand il en sort, il écrit un ouvrage, après, il est prudent le gamin, il écrit un ouvrage qui s'appelle L'énarchie ou les mandarins de la société bourgeoise. Donc, Jean-Pierre Chevènement, fils d'enseignants qui ont été enseignants à Belfort, le fait qu'il va se faire parachuter à Belfort ensuite, fait l'ENA, car il est brillant. Il en sort et il écrit un ouvrage qui s'appelle L'énarchie, il faut le retenir, on va rester dans son semestre, ou les mandarins de la société bourgeoise. Il l'écrit sous un pseudonyme, après on fait l'ENA, pseudonyme de Mandrin, Mandrin, M-A-N-D-R-I-N. Vous chercherez qui est Mandrin, c'est un faux saunier qui, chez moi dans le Jura, faisait le trafic du sel avec, si je puis dire, en luttant contre les gabelous de Louis XIV qui ont été cherchés de Meurant en Italie pour le faire condamner. Bref, c'est un révolutionnaire et quand il écrit ça, Jean Chevènement, c'est quelqu'un qui a des idées. Il fonde une espèce de boîte à pensée qui s'appelle le CRS au sein de la gauche après le congrès d'Épinay. Et au congrès d'Épinay, c'est grâce aux voix du CRS, qui est un espèce de think tank avant l'heure, hein, groupe de réflexion à gauche, que Mitterrand a pris le pouvoir en lançant une OPA grâce à Mauroy, grâce à Defer et grâce à Chevènement. C'est la raison pour laquelle Mitterrand, malheureusement, est fidèle en amitié. Et je dis malheureusement parce qu'il est fidèle à son copain qu'il a connu du temps de Vichy, Bousquet. Et Bousquet a quand même été chez la police française et il est pour le moins un peu responsable des rafles, notamment celle du Veldiv. Même Mitterrand reste fidèle à Bousquet, qui était grâce, qui était, comment dirais-je, qui n'a pas été condamné par l'épuration en 45. Et ensuite, évidemment, c'est l'affaire Bousquet et Mitterrand ne désavoue pas Bousquet parce que c'est ça Mitterrand, il est fidèle en amitié. Il y a des gens qui sont fidèles en amitié, alors corps défendant ou pas, moi je le suis, et je le comprends, mais évidemment, c'est fâcheux quand tu as un copain qui a été un peu collabo, mais toi-même, tu as eu la Francisque, comme le père de Giscard d'Estaing. Edmond Giscard a été décoré de la Francisque par Pétain. Et c'est intéressant de voir l'histoire des gens et l'histoire des familles par rapport à ces mouvements. Toujours est-il, je répète, sur Jean-Pierre Chevènement, c'est quelqu'un qui devient ministre et qui estime que quand un ministre rentre en fonction, ben, il rentre dans le rang. D'accord? Quand vous rentrez dans un gouvernement, c'est comme à l'armée, vous n'avez pas à faire valoir de différence, vous rentrez dans le rang, il n'y a plus qu'une tête qui pense, c'est le gouvernement qui pense de manière solidaire, et donc vous êtes obligé d'endosser ce qui est fait par le gouvernement. Vous ne pouvez pas faire votre petite différence. La preuve, c'est le fait que certains ministres, article 8, alinéa 2 de la Constitution, qui est un pouvoir partagé, dont je vous donne lecture, quand la République nomme, sur proposition du Premier ministre, le président nomme des autres membres du gouvernement et met fin à leur fonction. Donc, l'alinéa 2 de l'article 8 dispose que, sur proposition du Premier ministre, le président nomme les autres membres du gouvernement et il met fin à leur fonction. Ça veut dire en clair en France qu'un ministre qui a été nommé peut ad nutum, on dit ad nutum, ad plus loin nutum, donc immédiatement, être renvoyé de ses fonctions. Je vous donne quelques exemples. Alain Madelin, en 1995, sera remercié au bout d'un mois de fonction. Ministre de l'Industrie qui ne veut rien faire. Il estime que pour lui, il est libéral. Un ministre de l'Industrie, ça ne doit rien faire, sinon il est interventionniste, il n'est pas d'accord, et pourtant il est ministre. Il sera viré. Comme l'a été du temps de Giscard d'Estaing, vous avez eu un peu une saga Giscard d'Estaing rétrospective. Giscard d'Estaing avait nommé avec Chirac dans son gouvernement un certain Jean-Jacques Servan-Schreiber, patron de l'Express Polytechnicien de Meurant et ami, plutôt très, très ami de Françoise Giroud, qui elle-même rentre au gouvernement pour la commission féminine. Eh bien, Jean-Jacques Servan-Schreiber fait savoir qu'il n'est pas d'accord à propos des essais nucléaires. Au bout d'un mois, on le vire. Et au petit jeu, si je puis dire, au petit jeu de savoir quelle est la promptitude de renvoi d'un ministre, c'est un professeur de médecine, et c'est tout son honneur, qui s'appelle Léon Schwarzenberg, S-C-H-W-A-R-Z-E-N-B-R-G, Léon Schwarzenberg, S-C-H-W-A-R-Z-E-N-B-R-G, à ne pas confondre avec Roger Gérard Schwarzenberg, professeur de droit à Paris 2,
qui lui aussi fut ministre, c'est pas la même famille. Donc Léon Schwarzenberg, professeur de médecine, a été renvoyé le 8 juillet 1988, après 9 jours au gouvernement, parce que il avait fait savoir qu'il était pour une politique libérale en matière de drogue, pour lutter contre les réseaux, si je puis dire, de trafiquants. Il voulait que les femmes enceintes soient systématiquement dépistées du sida. Eh bien, ce n'était pas la politique officielle du gouvernement. Donc, au bout de 9 jours, le professeur Léon Schwarzenberg a été viré de son gouvernement. Donc, un ministre, effectivement, quand il rentre au gouvernement, il est amené à faire taire ses états d'âme, sinon il quitte le gouvernement. Et je ne voudrais pas être Mme Pompili, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que l'écologiste de salon qu'elle est, ministre de l'écologie, de la transition écologique, bouffe des couleuvres, elle ne démissionne pas. N'oubliez jamais qu'un ministre qui vous dit, ouais, bon, c'est pas, ben écoute, hein, tu peux partir, hein, on ne retient personne, hein, les cimetières étant remplis de gens indispensables. Et l'honneur des gens, quand ils sont dans une situation, si je puis dire, d'incompatibilité, d'inconfort politique par rapport à une ligne qui change, serait de démissionner. On n'en voit pas souvent démissionner. Ça montre bien que le pouvoir est une drogue dure dont on se remet difficilement. D'accord? Et après tout, c'est l'honneur de Nicolas Hulot, même s'il est ridicule d'y avoir été, d'avoir fini par dire je m'en vais. D'accord? Parce qu'il faut s'en repartir. Eh bien, peu le font. Regardez cette pauvre Madame Pompili qui se prétend écologiste. À la fin, elle aura tellement, si je puis dire, mis en avant comment dirais-je, l'agriculture et le réseau chimique, etc. Et je comprends qu'il en soit ainsi, mais c'est pas mon problème. Moi, si je suis écologiste, j'ai une politique écologique. On ne va pas du tout dans le bon sens. Et le père Macron, qui ne tient pas compte de la Convention citoyenne, montre bien que la démocratie participative, il a promis d'en tenir compte, il s'en fout complètement, il gouverne à vue et pour les lobbies industriels, sous prétexte, encore une fois, que ça crée du chômage, et bien, créons du chômage, plutôt des cadavres, hein, parce que je préfère être chômeur et pas beaucoup d'argent pour vivre, que plutôt de me trouver mort, parce que j'aurais subi une saloperie de crise, si je puis dire, technique, et on en est tous là, etc. Bref, ça, c'est le premier élément. La solidarité, deuxièmement, oblige donc l'ensemble des membres du gouvernement à endosser collectivement la responsabilité politique de tous les actes de celui-ci. Donc cette solidarité oblige donc l'ensemble des membres du gouvernement à endosser collectivement la responsabilité politique de tous les actes de celui-ci. Elle s'exprime de manière symbolique au moment où le Premier ministre démissionne, car si un Premier ministre démissionne, alors qu'on l'ait remercié, renversé par le gouvernement ou qu'il démissionne, eh bien tous le suivent dans sa chute. Un gouvernement ne tient que par sa tête. Si le Premier ministre s'en va, tous les autres perdent leur fonction mécaniquement. D'accord? Elle se manifeste chaque semaine par la réunion du Conseil des ministres. Nous serons amenés à en reparler au second semestre, car évidemment, la première fois qu'un Conseil des ministres, évidemment, les ministres sont très contents d'arriver dans la cour de l'Élysée, puisque vous avez des caméramans qui prennent des photos, ils disent qui c'est celui-là, qui c'est celui-là, ils ne sont pas connus. Autant vous dire qu'une semaine, 2 semaines, 1 an, 2 ans, 3 ans, autant vous dire qu'à la fin, ça les emmerde considérablement de venir chaque mercredi matin assister au Conseil des ministres, car nous verrons qu'il ne s'y passe rigoureusement rien. D'accord? Durant le Conseil des ministres, tout encore une fois, une excuse, si je puis dire, avérée, assister au dit conseil, c'est la solidarité, encore une fois. Il paraît qu'ils y vont, ils n'ont pas le droit de rentrer avec leur portable, hein. C'est interdit, ils les posent à l'entrée. Ils ne peuvent pas prendre des notes, c'est interdit d'écrire, hein. Ils sont là, les doigts sur la couture, ils attendent qu'on discute de choses, ils n'ont même pas le droit de délibérer, ils ne font rien. Ils y vont, paraît-il, pour voir comment leurs collègues vieillissent aussi vite qu'eux. Car n'oubliez pas une chose, le pouvoir, ça use. Regardez, je répète, Obama, que ma femme admirait, qu'est-ce qu'il est bon en début de mandat, 8 ans après, la vie m'avait vengé. J'ai vieilli, mais lui aussi, plus vite que moi, demeurant. L'enseignement use, mais moins que le pouvoir. Et regardez Darmanin, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, il vieillit à une vitesse supersonique, comme Macron, hein. Macron, 40 ans, il va finir par arriver, il sert sur une canne, s'il canne pas avant, hein. C'est extraordinaire de voir comment le pouvoir use. Et Giscard d'Estaing l'avait expliqué, hein. Alors, il était laid, Giscard. L'avantage d'être laid, comme dirait Gainsbourg, c'est que ça dure. Mais il n'empêche que Giscard était laid, certes, en arrivant au pouvoir, mais il était encore plus laid. Si je veux dire, 7 ans plus tard, la ville avait usé. Donc, le pouvoir, c'est usant. Et c'est pour ça, paraît-il, qu'ils sont heureux de participer aux émissions. Ils viennent voir si les copains vieillissent aussi vite qu'eux. Est-ce que tu as des emmerdements tant que moi? Oui, gouverner, c'est mettre les mains dans la merde et être emmerdé, matin, midi et soir. Et, qui plus est, la nuit compris, on a inventé le portable. C'est pas une très bonne nouvelle pour le repos des âmes. Bien. Enfin, elle se voit, cette solidarité, à travers le contre-seing que les ministres chargés de leur exécution doivent apposer sur tous les actes du Premier ministre. C'est l'article 22 de la Constitution. Donc, je donne lecture.
les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. Donc, je répète, la solidarité se